Vous informer, c'est notre obligation, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes dans un plateau très spécial parce que le plateau sera vraiment juridique en ces jours. Nous parlerons du procès Boukangalonzo, 10 ans des travaux forcés à l'endroit de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Mais aussi, nous parlerons de la réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation adressée à l'Assemblée nationale en vue pour la levée et des immunités du ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Pour en finir, nous parlerons du dossier de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est soupçonné des comploter ou d'être de s'allier aux rebelles du M23. Donc il a là une demande de lever des immunités qu'a adressé l'auditeur militaire. Il a demandé à ce qu'on puisse lever les immunités de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Pour ce faire, je ne serai pas seul. Vous savez, moi je ne suis pas juriste. Mais quand même, nous avons cherché pour vous un juriste, surtout un avocat de carrière. Je cite là Maître Bogdan Ngamikala. Il est avocat. Il est avocat tout court. Je ne sais pas, Maître, si je vous ai bien présenté, Maître. Effectivement, merci beaucoup de me recevoir en ce jour, cher monsieur Confiance Kiawete. Je vous remercie de l'invitation. Tout particulièrement, je salue les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment à l'heure où l'actualité est en train de faire son bon nombre de chemins, à l'heure où il y a beaucoup de sujets qui défraient la chronique. Nous sommes là pour y répondre, apporter notre contribution au sujet de l'heure. En tout cas, restez là, partagez la vidéo, abonnez-vous passivement. Moi, je connais l'homme, vous allez certainement le découvrir. C'est un avocat, c'est une capacité intellectuelle. Il a une capacité intellectuelle énorme. Il a la maîtrise de la matière, je dirais de la matière juridique, du droit. Sans plus tarder, Maître Bogdan Ngamikala, comment en général voyez-vous, comment vous avez accueilli en tant que juriste, surtout en tant qu'avocat, le verdict rendu par la Cour constitutionnelle sur les procès Boukangalonzo? Sur le procès Boukangalonzo, je me dirais, étant qu'avocat, je me dois le réserve. En tout cas, le réserve qui nous caractérise étant qu'avocat. Mais tant que politique et analyste, je peux placer un mot. Nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit voudrait qu'à un certain moment, lorsqu'il y a des actes répréhensibles, qu'il ait bien la responsabilité des auteurs. Et je suis heureux que la Cour ait désigné l'auteur de ce qu'a été le braquage Boukangalonzo. Et donc, pour ce faire, en ce qui me concerne, je suis réconforté puisque nous voulons un état de droit. Nous voulons un état où chacun sait répondre devant le juge lorsqu'il commet un méfait. Nous voulons un état où l'État est en train de rentrer dans ce droit lorsque un de ses fils essaye de s'égarer. 156 millions de dollars, voilà la somme qui a été détournée. C'est selon, bien sûr, l'arrêt de la Cour. Et Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés. D'emblée, Maître Morgan, quelle différence y a-t-il entre travaux forcés, je dirais peine de mort, et la peine de la prison ferme? Quelle différence y a-t-il? Parce que ça, par moment, ça... Au fait, monsieur Kiawete, il y a dans l'énumération de peines une sorte de nomenclature et de classification de peines. Nous avons la première de peine, la peine de servitude pénale, qui est une peine d'emprisonnement. Mais au-delà de la peine de servitude pénale en droit pénal, nous avons la peine des travaux forcés. Après la peine des travaux forcés, nous avons la peine des condamnations à perpétuité. Et enfin, au-delà, nous avons la peine de condamnation à mort. En ce qui concerne le dossier Boukangalonzo, vous vous en souvenez, vous venez de le dire, le prévenu Matata a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Ses co-accusés ont été condamnés chacun à 5 ans de travaux forcés.
Ce qui fait que les travaux forcés, qui est une peine qui consiste à exercer certains travaux manuels pour le compte de l'État en vue de réparer les préjudices causés dans le détournement des deniers publics. Mais il se pose un problème d'emblée. J'entre dans une autre question en ce qui concerne la peine des travaux forcés, de l'exécution. Mais comment est-ce que ça va se faire, puisqu'il y a plus d'un avant même qu'on entre sur ce plateau. Ici même, on nous pose la question. Il y en a qui disent que, et voilà, Matata va entrer en prison. Vu qu'il y a une peine des travaux forcés contre lui, il va entrer en prison. Mais déjà, pour vous relancer, maître, le jour où l'arrêt a été rendu, quand la Cour constitutionnelle rendait pratiquement les recours, plutôt l'arrêt, le prévenu Matata n'était déjà pas dans la salle. Lui, il était au Parlement, il était signalé à l'Assemblée nationale. Mais on se pose, le prévenu Matata est condamné à 10 ans de travaux forcés. Mais l'homme est libre. Mais oui, effectivement, il sera en liberté. Pourquoi? Parce que dans notre arsenal juridique, il n'y a pas une réglementation qui encadre l'exécution de la peine des travaux forcés. Il n'y a pas une réglementation qui doit nous dire comment est-ce que les travaux forcés, la peine des travaux forcés va se faire. Mais si c'est le cas, pourquoi les juges l'ont condamné à... Non, c'est une peine qui est prévue. Mais il devrait y avoir une loi réglementaire qui définisse l'exécution de la peine des travaux forcés, c'est-à-dire une loi réglementaire qui définisse quand est-ce qu'on va appliquer la peine des travaux forcés, où ça va s'exécuter la peine des travaux forcés, à quelle hauteur ça va s'exécuter la peine des travaux forcés. Donc, face à cette vide juridique, je pense que le parquet, puisque c'est le parquet qui exécute les décisions de justice, je parie que le parquet pourra définir les modalités de l'exécution de la peine des travaux forcés du prévenu Matata Ponyo. Mais entre-temps, il reste libre. Il ne sera donc pas arrêté. Il ne sera pas arrêté puisqu'il n'est pas condamné à une peine de servitude pénale qui requiert l'emprisonnement ou bien la mise à la maison d'arrêt de manière immédiate. Il n'y a pas une condamnation pour ces faits en ce qui concerne son arrestation immédiate. Donc la loi est limitée. Non, la loi n'est pas limitée. La loi n'est pas limitée, mais seulement il y a un vide en ce qui concerne l'exécution de la peine des travaux forcés. Mais parlons de ces procès qu'il y a eu. Il y a eu pratiquement la réaction du président de l'Assemblée nationale, mais aussi de 50 députés, les caucus de 50 députés qui se sont opposés pratiquement parce que Matata a été devant le juge. Il était à la Cour constitutionnelle, mais à un certain moment, les juges ou la Cour constitutionnelle l'ont laissé pour aller se présenter aux élections. Arrivé aux élections, Matata a acquise une nouvelle fonction, la fonction du député national. Alors, pour le président de l'Assemblée nationale et ces groupes-là, bref, pour l'Assemblée nationale, une demande devait être adressée. Donc il y a pratiquement, je dirais, la procédure n'a pas été respectée. Que dit la loi à ces sujets-là? Vous savez, Monsieur Confiance, c'est vrai, nous disons tous que la procédure pénale est le baromètre de la température de la démocratie dans un pays. Nous sommes tous d'accord. Mais en ce qui concerne la procédure de M. Matata Ponyo dans le dossier Bokanga Lonzo, il faut reconnaître de fait que je vais commencer d'abord à la Cour constitutionnelle qui en son temps avait dit qu'elle n'est pas compétente pour juger. Vraiment, on a vu la Cour constitutionnelle dire qu'elle s'est déclarée pratiquement incompétente. Et quelques temps après, la même Cour est revenue pour dire qu'elle est compétente. Le dossier a été renvoyé à la Cour de cassation. Arrivé au niveau de la Cour de cassation, la Cour de cassation, elle, a saisi la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la compétence. Puisque la Cour constitutionnelle n'a pas vraiment jugé sa compétence de juger les prévenus Matata, puisque le fait qui lui sont reprochés n'était pas de fait alors qu'il était sénateur, mais plutôt Premier ministre. Et donc, de ce fait,
la Cour de cassation, puisqu'elle le juge, les députés et les sénateurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne pouvaient pas juger Matata Ponyo et rentrer à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Cette fois-là, la Cour constitutionnelle va utiliser un principe de droit qui existe. C'est vrai, beaucoup de gens peuvent s'étonner. Parce qu'on a vu, c'était pratiquement une contradiction. De voir la Cour dire une chose, après c'est délire. Et donc, la Cour a par un arrêt de revirement de jurisprudence a compris, puisqu'il s'agit de quoi? Puisque c'est une notion un peu technique. La Cour constitutionnelle, lorsqu'elle rend ses arrêts sont inattaquables. Il statue en premier, en dernier ressort. C'est-à-dire quand la Cour rend son verdict, il n'y a une autre juridiction qui peut intenter une quelconque opposition ou appel. Et donc, mais il peut se faire que la Cour peut se tromper sur une ou autre question. La Cour, il est des principes du droit que la Cour peut revenir lorsqu'il y a une erreur, puisque la justice est rendue par des hommes. Et lorsque il y a une erreur, il est de bonne loi qu'il y ait réparation pour préserver les fondements de l'état de droit et la démocratie pluraliste. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle, à part un jugement de revirement de juridiction, a revu sa compétence. Il a dit oui, la fois dernière, ça fait dire qu'ils n'avaient pas de compétences. Mais au regard de tout ce qui précède, on est en train de poursuivre les prévenus Matata, non pas étant que député, mais pour de faits commis alors qu'il était Premier ministre. Et que nous sommes juges de Premier ministre pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions. Et donc, nous sommes compétents pour les juger parce que dans un état de droit, il ne peut pas y avoir un vide. Il ne peut pas y avoir une personne qui manque de juridiction. Sinon, on aurait fabriqué l'anarchie. Sinon, on aurait fabriqué les désordres. C'est comme ça, pour préserver l'état de droit, pour préserver la démocratie, pour rendre la responsabilité à chacun, pour mettre chacun devant ses responsabilités. C'est comme ça que la Cour s'est décidée d'être compétent pour juger les prévenus. Mais il y a un problème, maître. Il y a un problème. Certaines ou une partie des compatriotes, même des juristes, ils pensent que, ou disent que, Matata Ponyo, à la barre, avant les élections, c'est un sénateur. Mais juste après les élections, Matata Ponyo, à la barre comme sénateur, la Cour s'était déclarée incompétente. Mais non. Matata Ponyo, encore une fois de plus, à la barre comme député national, on n'a pas levé ses immunités. Non, mais il avait ses immunités. Donc, la Cour a pris un député qui a des immunités et puis ils l'ont jugé. Est-ce que ce n'est pas en violation de la loi? Non, c'est vrai, la procédure pénale, en ce qui concerne cette matière, est vraiment un peu compliquée, en tout cas pour les non-juristes. Mais les problèmes des immunités du sénateur Matata Ponyo, ces immunités ont été levées alors qu'il était sénateur. C'est ça qui pose problème, parce qu'il n'est plus sénateur. Oui. Aujourd'hui, il est député national. Mais oui, les professeurs Niabiro Moulacour en a même fait mention dans son livre traité sur le droit pénal général. Il est en train, dans la notion des immunités, en train de nous montrer que les immunités, une fois levées, vous pouvez acquérir un autre mandat. Vous pouvez changer d'une chambre à une autre dès lors que les immunités sont levées. C'est-à-dire, les poursuites ont été autorisées. La procédure doit continuer. Et la jurisprudence et la doctrine abondante à la matière est concordante. Et donc, il est de bonne loi, en tout cas, que les immunités du sénateur Matata ont déjà été levées et qu'à ce stade, rappelez-vous, les immunités sont, la levée des immunités sont demandées par les procureurs à la phase préjuridictionnelle pour les cas de Matata Ponyo. Est-ce que les procureurs avaient demandé la levée de ces immunités? Oui. Est-ce que le procureur a mené des instructions préjuridictionnelles? Oui. Est-ce qu'il a saisi les juges? Oui. Est-ce que les juges ont commencé l'instruction? Oui. Est-ce qu'il y a faute? Non. Et donc, à ces cas, le dossier est arrivé chez les juges. La loi n'a pas prévu que les juges doivent demander la levée des immunités. La levée des immunités doit se faire en amont.
La levée des immunités doit se faire avant même le début de poursuite. Et donc, les juges, la loi n'a pas permis aux juges de faire la demande, puisqu'à ce jour, vous allez me dire que la Cour constitutionnelle va demander la levée des immunités. C'est écrit dans quelle loi de notre pays? La loi dit que c'est les parquets. Dès lors que le dossier est transmis devant le juge, l'affaire doit poursuivre. Sinon, nous rentrons au statu quo ante. C'est compliqué. Est-ce que la Cour constitutionnelle a le droit de juger un ancien Premier ministre? Mais la Cour a été claire. La Cour est en train de juger l'ancien Premier ministre a déclaré déjà sa compétence. La Cour dit, pour les actes, ça ne va pas juger un ancien Premier ministre, puisque le Premier ministre a volé de l'argent aujourd'hui, ou bien le Premier ministre a commencé à faire des bavures dans la route, l'ancien Premier ministre qu'on doit l'arrêter. Non, la Cour ne juge que l'ancien Premier ministre pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions en tant que Premier ministre. C'est comme ça que la Cour a dit, je suis compétente pour juger l'ancien Premier ministre pour ses actes commis pendant l'exercice de sa fonction. La Cour, elle est compétente. Maître, maintenant que Augustin Matata Mponyo et consorts sont condamnés, c'est-à-dire, je fais référence ici à l'arrêt de la Cour condamnant pratiquement Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés, également messieurs Deogracias Mutombo et Christo Grobler à 5 ans de travaux forcés. Quelle est la prochaine étape? Parce que les arrêts de la Cour sont inattaquables. Alors, quelle est la procédure? Que peut faire? C'est fini pour Matata, c'est fini, il n'a aucune procédure à faire. Il peut introduire un recours ou comment? Ce n'est pas fini. Mais au niveau national, il faut reconnaître que c'est fini. C'est fini pour les prévenus et tous. En tout cas, c'est fini. Au niveau national, il n'y a plus aucun recours. Mais ils peuvent... Mais on retient seulement qu'il ne sera pas arrêté. Non, on retient qu'il ne sera pas arrêté. On attend que le parquet puisse exécuter la peine, notamment la peine principale des travaux forcés, et notamment aussi les peines subsidiaires, notamment non-éligibilité, notamment la confiscation de ses avoirs à la hauteur du montant détourné. Mais en ce qui concerne le recours, il y a les instruments internationaux, les institutions internationales dont Matata a pu se prévaloir, notamment au niveau africain, au niveau des Nations Unies, au niveau international. Nous avons les tribunaux africains des droits de l'homme et du peuple, nous avons le Comité international des droits de l'homme au niveau de l'ONU, nous avons la Cour internationale de justice, donc il y a encore d'autres voies de recours au niveau international. D'un dossier à un autre, cette fois-ci, parlons du réquisitoire du procureur près la Cour de cassation, demandant pratiquement adressé au président de l'Assemblée nationale, demandant la levée des immunités pour l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je cite son Excellence Constant Mutamba. Demande de réquisitoire, maître, pour la levée des immunités dans une affaire plutôt de 39 millions de dollars américains, destiné pratiquement à la construction d'une prison. Ça fait débat. Premièrement, je voudrais avoir votre impression par rapport d'abord à ces dossiers d'une manière générale, et puis on va essayer d'entrer en détail. C'est un dossier rocambolesque, c'est un dossier inédit pratiquement, de voir les ministres de la Justice adressés devant la justice. C'est grave, c'est scandaleux. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être une première depuis que notre pays est indépendant. En tout cas, c'est grave. Mais en ce qui concerne les dossiers de... La construction de la prison de Kisangani, une affaire estimée à 39 millions, 39 millions de dollars, dans un contrat de gré à gré. Mais il y a un problème, ça pose problème. Mais avant d'en arriver, il faudrait étayer les choses telles que le procureur général près la Cour de cassation a indiqué. La première, qu'est-ce que le procureur est en train de reprocher au ministre Mutamba? Le procureur est en train de lui reprocher d'avoir procédé au paiement sans pour autant obtenir l'avis de non-objection, 2, l'autorisation de l'autorité compétente,
et d'avoir... Mais la direction générale de passation de marché public avait autorisé. On a vu un document. Au fait, dans la passation des marchés publics, il y a un manuel sur la passation des marchés publics. Et dans le manuel, on est en train d'indiquer la signature de contrat, la passation des marchés de gré à gré est prévue par les manuels. Mais simplement, il y a des conditionnalités pour arriver à la passation des marchés de gré à gré. Il y en a 4. La première des conditions, c'est avoir l'autorisation de passer les marchés de gré à gré à la direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP. Si vous avez l'autorisation, c'est que le ministre Moutamba a obtenu. La deuxième des choses, il faut avoir l'autorisation de l'autorité compétente. L'autorité compétente ici, c'est la première ministre. Le ministre Moutamba avait écrit à la première ministre, mais la première ministre n'avait pas encore réagi. Alors que la première ministre n'a pas réagi, il fallait que la première ministre réagisse. Si la première ministre réagissait, à ce moment-là, le ministre Moutamba allait saisir encore la direction générale, le DGCMP, direction générale des contrôles des marchés publics, pour obtenir l'avis de non-objection pour ces marchés publics-là. C'est alors qu'il allait conclure les marchés et procéder au paiement. C'est que le ministre Moutamba a écrit à la première ministre. La première, selon le PG, oui. La première ministre n'a pas répondu. Il a simplement obtenu l'autorisation sur les 4 conditions pour réaliser les marchés de gré à gré. Seulement 2 ont été remplis, encore que le deuxième n'avait pas été rempli suffisamment puisqu'il n'y avait pas eu de réponse. Et donc, il a procédé directement au paiement dans un compte Equity BCDC 2. Compte Equity BCDC, je rappelle, est créé le 14 avril de cette année. Et le 16 avril, le ministre Moutamba a payé 19 900 000 $ américains à ces comptes-là pour les marchés gré à gré, alors que la première ministre et l'autorité compétente n'a pas donné son autorisation. Alors que la DGCMP n'a pas donné son avis de non-objection. Mais c'est grave. Dès lors que, maître, s'il vous plaît, allons doucement. Dès lors que les comptes en question, où les 19 millions ont été pratiquement logés, ou sont logés actuellement, les comptes ont déjà été bloqués. Oui. Alors, et que les procureurs, lui, parce que l'argent n'a pas encore été dépensé. La première question qui vient déjà en tête, est-ce qu'il y a détournement ou pas? Parce que l'argent n'a pas été... oui, mais il peut y avoir détournement ou l'intention de détourner, mais je n'ai pas fini les accusations du procureur. Là seulement, au regard de la procédure pour la passation des marchés de gré en gré. Mais rentrons maintenant dans la question de fond. Est-ce que cette entreprise-là est compétente? Nous disons non. Parce que quand on passe les marchés, on regarde l'expertise de la société. Cette société-là n'a pas suffisamment d'expertise. Elle a été créée le 28 mars. Je reviens vers vous. Je demande d'abord ici à ceux qui nous regardent, hein, pour tous vos soucis en pneus, hein, en termes de pneus. Il y a une maison qui nous soutient d'ailleurs. Il y a une maison là qui nous soutient. Maison pneus Dodo, c'est sur Victoire, hein, c'est sur Victoire. Là, il y a toutes sortes de pneus. Allez-y, comme vous avez pour tous vos problèmes de pneus, il y en a là-bas, hein, ils vont certainement vous servir et vous aider à un prix très abordable. Contactez seulement la maison Dodo au piste 143 89 94 91 410 plus 243 89 94 91 410 pour tous vos besoins en termes de pneus, hein, pour le pneu de vos véhicules. Là-bas, il y a des pneus de qualité. Je reviens vers vous, maître, parce que nous courons déjà ici derrière les temps. Au cas où l'Assemblée nationale n'élève pas les immunités du ministre d'État. D'ailleurs, je dis, le ministre d'État est actuellement, il est ministre. Il ne siège plus à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi les procureurs ont adressé la lettre de réquisitoire à l'Assemblée nationale alors qu'il n'est plus député? Non, effectivement. Et pour les ministres et pour les députés, il y a la levée des immunités. Mais en ce qui concerne les ministres, le procureur a demandé l'autorisation de poursuite puisqu'il bénéficie de privilèges de juridiction. Et donc, face à ces privilèges de juridiction,
le procureur ne peut que demander l'autorisation des poursuites et non la levée des immunités. On parle de la levée des immunités lorsqu'il s'agit d'un parlementaire. Alors ici, c'est l'autorisation des poursuites et non la levée des immunités. Oui, oui, puisqu'il bénéficie du privilège des juridictions. Et au cas où l'Assemblée nationale a refusé cette autorisation? Non, là, à ce moment-là, le procureur ne pourra rien faire puisqu'il est couvert, protégé par ses privilèges des juridictions. Et maintenant, si l'Assemblée nationale autorise des poursuites, quelle sera la suite? Là, le ministre Moutamba aura 48 heures pour démissionner. Au cas où il ne démissionnait pas? S'il ne démissionne pas, il est réputé démissionnaire. Et que, de ce fait, il ne peut plus exercer ses fonctions étant que ministre d'État, ministre de Justice. Mais il ne peut plus il jouit quand même de la présomption d'innocence. Il est quand même innocent. Il joue de la présomption d'innocence. Mais c'est la Constitution. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que c'est un acharnement politique. Mais aussi, mais je dois dire ici, ici je ne veux pas parler étant qu'un technicien, je parle étant que politique. Oui. En tout cas, le ministre Moutamba n'a pas... Mais je rappelle qu'ici, vous n'êtes pas avocat. Oui, oui. Ici, analyste politique. Voilà. On doit préciser. Oui, oui. C'est que maître, les propos de maître... Ici, je parle étant qu'un analyste politique. Et donc, le ministre Moutamba n'a pas manqué de la tempérance et de la sagesse dans sa gestion. Vous savez, lorsque on est en train de diriger la chose publique, vous devez diriger, non pas avec les états d'âme, mais il faut diriger avec l'âme d'État, avec la hauteur et la grandeur. Le ministre Moutamba, lorsqu'il a tenté d'accuser les procureurs généraux, alors qu'il y a eu des soupçons qu'il aurait acheté la maison, il a ouvert une guerre. Lorsqu'il a dit... On parle déjà de cette guerre entre lui et le magistrat. Lorsqu'il a affirmé... C'est un règlement des comptes pratiquement. Lorsqu'il a affirmé que la première ministre, alors qu'il était dans la même salle avec le premier ministre, Kazuyo Kasolo et les détournements, c'était un manque de respect à son autorité hiérarchique. Face à tout ça, le ministre Moutamba a blessé beaucoup de sensibilités et que nous sommes en politique. Sachez-les qu'ils n'allaient pas les laisser tranquilles. Ils allaient les traquer et maintenant qu'il est tombé dans leur piège, rassurez-vous, ils vont les traquer, les plaquer au sol, le rouer des coups, les traîner au sol, les salir, tout simplement parce qu'il a manqué de tempérance, de dialogue et de sagesse dans la gestion de ses attributions. Nous sommes coincés par les temps, maître. En tout cas, nous aurons besoin de vous. Nous aurons encore besoin de vous en tout cas parce que nous sommes coincés par les temps. La matière est tellement vaste que on n'a pas pu le terminer aujourd'hui, mais je voulais que vous puissiez placer un mot sur la demande de l'auditeur militaire pour la levée des immunités de l'ex-président Joseph Kabila. Comment dissocier sa fonction comme sénateur à vie et son titre ou son statut d'ancien président? Ça pose problème, ça bloque. Parce que une couche de la population pense que la demande de la levée des immunités ne respecte pas la procédure. La procédure voudrait réunir le Parlement en congrès. Je ne sais pas, je voudrais que vous puissiez passer un mot. Mais je parle pour la levée des immunités de l'autorisation des poursuites d'un ancien président de la République qui requiert l'organisation d'un congrès selon la loi portant statut des anciens présidents de la République. Moi je pense que dès le début on disait que l'article 9 et 8 de la loi précitait en tout cas violer la Constitution, puisque la Constitution elle-même a prévu les cas où il doit y avoir convocation du Congrès. La Constitution en a cité 5. D'abord 4 à l'article 19. Je peux citer rapidement. Il y a, lorsqu'il s'agit de la révision de la Constitution ou de la modification de la Constitution, lorsqu'il s'agit de l'autorisation de l'état de siège, état de guerre ou bien état d'urgence, lorsqu'il faut auditionner des discours sur l'état de la nation du chef de l'État, et lorsqu'il faut choisir les juges constitutionnels, les 4. Mais il y a le 5e réunion du Congrès, lorsqu'il faut autoriser le poursuite du président de la République en fonction et de la première ministre. Voilà les 5 cas que la Constitution a prévus pour la convocation du Congrès. Et dire qu'une loi doit prévoir une autre manière de convoquer la Constitution, c'est inconstitutionnel, puisque chaque loi doit tirer sa source dans la Constitution. Ce que la Constitution n'a pas prévu, la loi ne peut pas aller au-delà. La Constitution n'a pas prévu pour poursuivre un ancien président de la République. On doit convoquer les congrès
La Constitution a défini la manière dont on doit convoquer le Congrès. Et donc, cette disposition-là est inconstitutionnelle. Voilà pourquoi j'invite l'auditeur général de devoir d'abord, avant de demander la levée de ses immunités, saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 8 et 9 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Dès lors, il pourra introduire, puisque nous considérons que l'ancien président de la République est sénateur à part entière, mais seulement son mandat est à vie. Voilà pourquoi on dit que vous êtes sénateur à vie. Cela, ce n'est pas un titre. Cela n'est pas un titre protocolaire. C'est un exercice, puisque le Constitution n'a pas voulu que l'ancien président de la République reste à la maison, qu'il contribue pour le développement de la nation. L'ancien président de la République peut devenir président du Sénat, peut devenir rapporteur du Sénat, peut devenir membre du bureau du Sénat. Il est sénateur à part entière. La matière est assez vaste, on saura pratiquement le terminer aujourd'hui. Je rappelle, hein, pour tous vos besoins en pneus, hein, même le pneu de remorque, contactez Maison Dodo, hein, Maison Dodo, piste 143 89 94 91 410. Ainsi prend fin ces plateaux spéciaux. Mais certainement, nous avons eu l'honneur hein, de recevoir Maître Bogdan Ngamikala. Il est avocat. Mais ici, il n'était pas en tant qu'avocat, on l'a reçu en tant qu'analyste, mais on n'a pas fini. D'ailleurs, on n'a pas décortiqué, en général je dis, on n'a pas épuisé la matière même à 30%, donc il y a beaucoup à parler. Prochainement peut-être, Maître Bogdan, je vous lance l'invitation, nous allons encore vous inviter, peut-être très prochainement pour que vous puissiez encore nous enrichir, parce que là, on a besoin vraiment de éclaircissements par rapport à toutes ces matières de droit. Si vous nous avez bien suivis chez vous, dites un grand merci hein, à mon équipe technique. Je vois là Biscotte, Loussou, Magloire Mani et Sou. J'ai été assisté hein, par Shadrach Chita, celui-là qui m'a beaucoup assisté. Prenez rendez-vous très prochainement, très prochainement, je vous assure. Très prochainement, nous serons là encore pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement, de partager et de liker la vidéo, hein, parce que l'information, vous ne pouvez pas le garder pour vous-même. La connaissance, ça c'est une école. Tout ce qu'a dit Maître Bogdan ici, c'est une école. Ça nous a beaucoup aidé. Dites seulement, comme je dis, hein, dites un grand merci. Retenez que Augustin Matata Mpogno ne sera pas arrêté hein, par rapport à la loi. Maître Bogdan l'a cité ici, il n'a pas été condamné en prison ferme, mais certainement en 10 ans de travaux forcés, il faudra encore d'autres mesures complémentaires ou des explications.